Île-de-France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM. C'est Kiosque, l'actualité littéraire de la semaine avec Violaine Vanoyek et Clara qui m'accompagnent à la technique. Nous retrouvons Sauveur Cuomo, dont nous avons longuement parlé les 2 dernières semaines. Et nous avons parlé de son académie de tennis. Nous avons parlé de concept de formation concept qu'il a créé, Global Formation Concept. Je vous redonne ses coordonnées pour ceux qui sont intéressés par le mental dans le sport en général, le mental en général d'ailleurs, et puis par le mental dans le tennis aussi, soit pour faire des stages, soit pour suivre des cours, et vous aurez tous les détails pratiques à cybertennis@gmail.com, ou bien vous pouvez également aller sur le site Sofro Tennis. Alors, Sauveur Cuomo, vous aviez publié donc la méthode cybertennis, double écriture pour les enfants et leurs parents. Ça, j'aime beaucoup. Les parents sont pas oubliés. Aux éditions Noéthique et Performance, ça veut dire qu'on peut les trouver sur votre site ou bien sur des vendeurs sur Internet comme Amazon. Oui. Voilà, oui. Il se trouve toujours, le livre, il est toujours disponible. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se procurent maintenant sur Amazon ou autre, et donc et c'est encore plus facile pour eux. Alors effectivement, j'avais pas fait attention sur la couverture, on voit une photo avec donc l'élève, bon élève, de très bon niveau apparemment, qui maintenant est dans le mannequinat. Vous m'avez dit, qui a abandonné le tennis, mais on voit aussi les parents qui sont à gauche et à droite. Effectivement, ce n'est pas anodin, m'aviez-vous dit la semaine dernière. Et non. Alors, la méthode cybertennis, donc, elle s'adresse à qui et pourquoi a-t-elle été écrite ? Elle s'appelait cybertennis, elle s'appelle à présent Sophotennis, oui. Et elle s'adressait aussi bien aux enfants qu'aux parents. D'ailleurs, j'ai été le premier à créer des stages enfants-parents. Oui. Où quelquefois je faisais jouer les parents. Oui. Et je mettais en spectateur les enfants. Très bien. Qui coachaient les parents. Parce que j'en avais vraiment, ça m'était, comme je l'ai été moi-même parent, un petit peu accroché au grillage, etc., et se forgeant des illusions sur l'avenir de l'enfant, etc. On rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas écouté nos précédentes émissions, oui. Que vous étiez l'heureux papa d'une fille très très douée au tennis, et qui était dans les 10 premières françaises, ce qui n'est pas rien, et le mental à un moment donné a un petit peu cédé, voilà. Bon. Il cédait dès le départ. Mais vous étiez très malheureux de voir ça. Oui, voilà. Je me sentais complètement impuissant, et donc c'est grâce à un ouvrage que j'ai eu entre les mains, que l'on m'a offert, Tennis et psychisme de Timothy Gallwey. Cet ouvrage a transformé ma vision du tennis et ma vie, c'est-à-dire il a conditionné quasiment toute ma vie, parce que depuis, ça fait 30 ans de ça, j'ai consacré ma vie au tennis, quoi, en quelque sorte. Et donc, pourquoi ? Parce que, en la voyant souffrir comme ça, je me disais, c'est pas possible, on est absolument impuissant, et alors qu'il y avait effectivement des solutions, et solutions que j'ai essayé, moi, de développer à travers des méthodes. Alors il faut quand même rappeler que nous sommes dans le sport et nous sommes censés être dans le plaisir quand même. Et là on parle de souffrance, c'est quand même assez extraordinaire. Alors la méthode cybertennis, allez-y, expliquez-nous. Alors la méthode cybertennis, elle est née tout simplement de cette souffrance, et je me suis rendu compte que on pouvait très bien, c'est dans les années à peu près 2000, ma fille Isabelle jouait dans les années 85, et on va dire qu'il m'a fallu une quinzaine d'années d'expérimentation avant de créer vraiment une méthode que l'on puisse communiquer. Parce que Gallwey, dans les années 80, avait bien été le premier à décrire le jeu intérieur du tennis aux États-Unis.
Oui. Et lui, bon, après, c'était créé d'ailleurs même une école du mental aux États-Unis. Et ici, on disait de Galloway, ouais, mais c'est la méthode globale. Surtout les officiels du tennis français l'ont un petit peu rejeté, cet ouvrage. Et moi, je l'ai eu entre les mains. Et comme j'aime expérimenter ce que je lis d'abord, parce que connaître un ouvrage, c'est l'expérimenter d'abord, si on peut, s'il y a des exercices, et s'il est assez détaillé sur le plan de l'activité possible. Et donc là, j'avais découvert une puissance incroyable dans la méthode les principes que décrivait Galloway. Mais je me suis dit, il faut le communiquer. Mais j'avais jamais réussi à le communiquer, puisque c'était les années 80-85, j'étais éducateur, j'arrivais pas à le communiquer aux enfants. Je voulais le communiquer, j'y arrivais pas. Moi, je le faisais et j'arrivais pas à le communiquer. Donc, il m'a fallu faire justement une école de la psychorelaxologie avec de la sophrologie notamment, pour me dire, tiens, il y a un moyen. C'est d'introduire, de faire en sorte d'intégrer la sophrologie dans le tennis même. Sans faire de la sophrologie trop à côté, en faire peu, on va dire 10 minutes par séquence, on va faire de sophrologie réelle. Très peu. Oui. Mais après, on l'intègre dans le jeu. Bien sûr. Lorsque l'on est tout jeune, apprendre le jeu de tennis n'est pas facile. Il faut beaucoup d'attention pour mémoriser les gestes et les coups que nous enseigne le professeur. Il faut aussi des qualités de concentration pour pouvoir les mettre en pratique dans le jeu, à l'occasion d'une rencontre, d'une compétition. Ce petit livre est destiné à l'enfant, joueur de tennis en herbe, qu'il soit débutant ou déjà confirmé, qu'il dispute de simples rencontres inter-écoles ou déjà des tournois, le jeune pratiquant, en réalisant les exercices présentés dans ce manuel, pourra acquérir à l'occasion de son entraînement habituel la maîtrise de soi et la concentration. Alors, évidemment, il y a les grands champions, vous en parlez, les grands champions qui font rêver, qui peuvent être des modèles aussi. Ça, c'est un extrait de l'introduction de votre méthode cybertennis, introduction destinée aux parents. D'ailleurs, la présentation de la méthode est également destinée aux parents. Bon. Et il y a quelque chose, alors c'est une réflexion personnelle que j'ai, mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Je me suis aperçue de quelque chose qui est dans tous les clubs où je vais, et je vais dans de très nombreux clubs, que ce soit dans le sud, dans le nord ou en Île-de-France. Les enfants voudraient tous devenir Nadal ou Federer, bon. Et ils s'entraînent régulièrement. Et là, je parle de gens qui sont intéressés par la compétition, de jeunes entre 12 ans, on va dire, et 20 ans. Curieusement, quand il y a un grand tournoi comme Roland-Garros ou Wimbledon, ils ne regardent que très peu les matchs. Alors, plusieurs fois, je leur ai dit, mais tu ne t'intéresses pas au match en lui-même, c'est très bien d'être Nadal. On me répond, ah oui, on est connu, on gagne beaucoup d'argent, on est puissant. Mais je dis, mais si tu joues au tennis, c'est pas forcément pour gagner de l'argent ou être puissant ou être connu. Donc pourquoi tu ne regardes pas le jeu? Parce qu'en regardant le jeu des grands champions, tu apprendras peut-être plus que pendant 10 heures de cours avec ton moniteur. Tu apprendras aussi, ne serait-ce qu'en voyant le mental, justement, la réaction du joueur, etc. Et on me répond à chaque fois, ah bon? Mais c'est bon, voilà. Et finalement, même les demi-finales, même les quarts de finale, ces gens-là qui sont en plein dans le tennis ne les regardent pas. Comment pouvez-vous expliquer ça, si vous l'avez constaté? Parce que moi, je le constate systématiquement. Alors, ce que vous dites est tout à fait juste. La vision du jeu de tennis de haut niveau comme ça permet de progresser. D'ailleurs, dans cet ouvrage destiné aux enfants, il y a un accompagnement, c'est un CD audio où un des morceaux s'appelle « Être acteur-joueur ». Effectivement, l'enfant a beaucoup plus de facultés imaginatives que l'adulte. Bon, puisqu'il apprend, quand il est tout petit, il apprend à marcher en 9 mois, alors qu'il faudrait des années à un adulte pour apprendre la même technique. Et il apprend parce qu'il imagine beaucoup plus longtemps et il rêve beaucoup plus longtemps que l'adulte. Oui. D'où
cette faculté de mimétisme. Alors pourquoi il ne regarde pas ? Ça c'est. Est-ce que vous l'avez constaté ? Oui, je l'ai constaté, et ça, j'avoue que je n'ai pas de réponse là toute faite. J'ai l'impression que le côté technique du jeu ne les intéresse pas plus que ça. Ce qui les intéresse, c'est l'objectif, c'est-à-dire la situation du joueur, ce qu'il est. Oui, comment il transparaît à travers les médias, comment on parle de lui, les voitures qu'il a, etc. Le train de vie, etc. C'est ça c'est le miroir aux alouettes. Donc ensuite, ils vont essayer d'atteindre ça. Et quelquefois, ils vont même abandonner leurs études si les parents s'y prêtent. Justement. Et quelquefois, ils vont se retrouver tout près de la première série, -4, -15, à 18 ans, 19 ans, dans un clubhouse, attendant le prochain tournoi pour gagner 500 €. Hein. Voilà. Et ça, alors ça je le dénonce. Oui, alors justement, parce que moi, parce qu'on leur fait briller aussi. Hein. Tout le monde, plus ou moins, fait briller ce côté. Oui, mais t'inquiète pas, on te verra Roland Garros, etc. Alors moi, des fois, quand j'entends ça, je dis oui, je me dis intérieurement, comme ramasseur de balles. Voilà, parce que malheureusement, je pense qu'ils finissent par rêver dès l'âge de 13-14 ans à ce fameux Roland Garros qu'on leur fait visiter une fois par an, où on les invite. Et effectivement, le risque de la déscolarisation qui quelquefois se fait de plus en plus tôt, qui est un énorme danger, parce que autant on peut avoir des horaires aménagés, mais autant une véritable déscolarisation avec des cours à côté, ça veut dire que l'enfant, on mise sur l'enfant dès l'âge de 12 ans, ce qui est évidemment très jeune, voire 10-11 ans aujourd'hui, et s'il ne réussit pas s'il ne devient pas champion, et malheureusement il a très peu de chances de devenir champion, il échoue dans tous les domaines. Alors, il y a aussi ce dont il faut parler quand même, c'est que rien n'est fait, je ne veux pas critiquer un peu les instances nationales, mais rien n'est fait pour que l'enfant puisse aller au bout de son sport en suivant des études, véritablement. Nous sommes d'accord. Véritablement. Ou alors c'est hors de prix, c'est dans des instituts privés, etc. C'est hors de prix. C'est pas accessible à tous. Or, cela provient d'où ? Cela provient qu'on considère le sport comme un adjuvant, comme un complément pour faire la santé du corps, de l'esprit, etc. Or, le sport est connaissance. Si on en faisait un élément de connaissance, le sport serait autant apprécié que les mathématiques. Oui, mais manque de peau, non, c'est pas ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas qu'avant. J'ai beaucoup travaillé moi sur le sport-études et sur le sport, sur les classes de musique également, parce qu'on a également la même chose, c'est-à-dire que les musiciens, même classiques, étaient considérés comme des saltimbanques, et les sportifs effectivement comme un à côté. Aujourd'hui, on met un peu plus en avant ces matières. Il n'empêche que sur le point de vue pratique, il n'y a rien qui est satisfaisant. Il y a eu effectivement des éléments pilotes qui ont permis, à Toulouse notamment, d'essayer de soutenir des joueurs de tennis qui avaient beaucoup de talent pour leur permettre de suivre des études supérieures. Aujourd'hui, à ce jour, en France, il n'y a qu'un seul joueur qui a été suffisamment bien classé et qui a obtenu un doctorat. Un seul. Sinon, le mieux que les joueurs aient fait, c'est d'aller en première ou deuxième année de supérieur. Donc, il y a quelques petites choses qui sont mises en place jusqu'au bac, et encore, c'est tout à fait, à mon avis, insuffisant et insignifiant. Et de toutes les façons, l'élève qui travaille dans son coin ne pourra pas, parce que il n'est pas avec ses petits camarades, il est pris par autre chose, etc. Donc de toute façon, il n'aura pas les mêmes études que celui qui est scolarisé normalement. Mais pour le supérieur, c'est encore pire, il n'y a rien de rien. Là, c'est absolument impossible. Donc malheureusement, même si aujourd'hui, je vous ai un peu coupé la parole, Sauveur, même si aujourd'hui la musique ou l'art ou le sport ont acquis leur lettre de noblesse, eh bien aujourd'hui, ça ne suit pas au niveau enseignement. Je persiste là-dessus. Le sport n'est pas reconnu suffisamment
à l'école, je parle, oui. à l'école, dans les universités, comme un élément formateur et un élément de connaissance. Oui. Il faut que l'enfant aille aux États-Unis. On est d'accord. Moi, j'ai travaillé avec Daniel Conté, international. J'ai été l'entraîneur de ses joueurs depuis des années. J'ai fait 5 ans avec lui, Daniel. C'est un super entraîneur, Daniel. Eh ben, ces joueurs sont obligés d'aller aux États-Unis pour suivre des études universitaires et pouvoir faire leur tennis. C'est quand même incroyable, ça. Mais je crois que on devrait là, ça devrait être une sonnette d'alarme, ça, en disant mais non, et on perd tout. Et si les États-Unis le font, on peut le faire. Comment ? Si les États-Unis le font, on peut le faire. Mais bien sûr. Où est la difficulté là ? Bien évidemment. Parce que c'est pas le temps d'études qui compte. En France, on est sur le temps. On veut augmenter le temps de l'école. Mais c'est pas le temps qu'il faut augmenter, c'est la qualité, la profondeur de l'apprentissage. De l'attention de l'enfant, l'attention. Or, le sport va augmenter le temps d'attention de l'enfant. C'est-à-dire que ce qui le prendrait à 5 heures, en 3 heures, il va pouvoir le faire. En beaucoup moins de temps, il va apprendre l'enfant. Si le sport, encore une fois, si le sport est pratiqué, non pas dans un truc de contrainte, résultat, etc., mais dans un esprit où je suis concentré, attentif, je suis dans l'attention absolue, je ressens ce que je fais. Donc ça, à ce moment-là, le sport devient connaissance. Cet ouvrage, donc on parle de la méthode cybertennis et on avance sur l'ouvrage. Cet ouvrage traite de la méthode cybertennis pour les enfants. Il s'inscrit dans la série consacrée par l'auteur au yoga de la vie. Cette méthode a été imaginée afin de permettre à chacun, quelles que soient ses facultés et son acquis tennistique, l'accès au meilleur niveau possible dans la joie et le plaisir de pratiquer le tennis. Activité qui restera toujours, quelles que soient les circonstances, un jeu et une magnifique expérience de vie. Le yoga est pour l'orientaliste bien autre chose qu'une simple méthode visant à la maîtrise de soi. C'est avant tout un chemin menant à l'illumination spirituelle, à la divinité que chacun porte un petit peu en soi. Et il existe des quantités de yoga, plus de 100. Chacun est un moyen, un support visant à l'élévation vers la spiritualité. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de C'est moi qui ai écrit ça, mais je suis étonné. C'est parce que je lis bien. Est-ce qu'on peut parler justement de ce yoga ? Oui. Également dans le sport. On a parlé de la sophrologie. Est-ce qu'on peut parler du yoga ? Lorsque j'ai effectivement écrit cet ouvrage, j'étais vraiment dans l'étude d'Aurobindo, Sri Aurobindo. Sri Aurobindo est un immense yogi. Et un spiritualiste et un philosophe immense. Il était enseigné dans toutes les universités du monde. Et lui est le découvreur, en tant que yogi, du surmental et du supramental. Autrement dit, 2 espaces au-delà du mental. 2 espaces au-delà du mental. Et lorsque j'ai expérimenté, moi, le tennis par la méthode que je mettais en place et la sophrologie, je me suis rendu compte qu'effectivement, au bout d'un certain temps, j'atteignais un espace où je ne pensais plus, et où tout rentrait, et où je montais de niveau d'une façon étonnante. Et je me suis dit, mais quel est cet espace ? Quel est cet espace fabuleux que l'homme a atteint ? Et je me suis rendu compte qu'il est commun à toute l'humanité, et aux spirituels, à ceux qui prient, sont en prière, etc., ceux qui parlent du nirvana, bref, l'espace est commun. Personne ne peut se l'approprier, cet espace. Il est commun à l'humanité. Ceux qui s'y l'approprient sont dans l'erreur. Et lorsque j'ai écrit ça, j'ai dit, par le tennis, on peut atteindre cet espace. Et si on atteint cet espace, on ne l'oublie jamais. Ça vaut 100 victoires. Ça vaut 100 victoires. Et là, quand j'ai après étudié un petit peu la psychologie, je me suis rendu compte que, effectivement, le mental, quand on est dans le mental ne gère qu'une information à la fois. Et quand on est dans cet espace-là, on gère 100 et plus d'informations à la fois. C'est-à-dire que c'est peut-être, d'après Aurobindo, l'humanité n'est pas terminée, puisque Aurobindo, il parle beaucoup de développement, etc. C'est peut-être l'espace futur de l'humanité, où là, il n'y aura plus de jugement sur l'autre. Il y aura une immense empathie
et peut-être donc une compréhension mutuelle beaucoup plus élevée que ce qu'on voit aujourd'hui. Et cet espace mental est à la disposition de chacun par le tennis. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire découvrir à l'enfant et aux parents, quoi. Mais à l'enfant, peut-être pas, parce que c'est un petit peu compliqué, mais pour le parent, oui. Alors, les différentes étapes de cybertennis. La première étape, la respiration pendant le jeu. La deuxième étape, la maîtrise de soi pendant le jeu. La troisième étape, la concentration et la détente pendant le jeu. Quatrième étape, l'imagination active. Et la cinquième étape, la programmation et le sentiment de victoire. Vous parliez justement des parents. On va donc en arriver à ces fameux parents qui peuvent justement conditionner le destin de leur enfant d'une manière positive ou négative. Alors, on observe tous effectivement des cas qui sont quelquefois... vous savez, l'autre jour, j'étais justement dans un club de tennis et il y a un jeune de 13 ans qui vient et puis qui me dit « Je ne sais pas ce que les parents viennent faire à regarder les cours de leurs enfants. Ils y assistent et ils ont le nez collé à la vitre parce que de toute façon, il me dit, et ça m'a fait beaucoup rire, il me dit de toute façon, ces parents, c'est tous des cas. Ils relèvent tous de la pathologie. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ces parents de jeunes joueurs? On va dire que sur 100 parents, il y en a 95 dans ce cas. Négatif. Donc, c'est malheureux. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé les premiers stages enfants-parents. C'est pour apprendre aux parents à accompagner l'enfant. Les parents, en général, font attention à leurs enfants, ils essaient de tout faire pour qu'ils progressent. Dans le tennis, c'est un immense investissement, surtout s'ils font des tournois, c'est fort coûteux, et en plus, ça demande beaucoup de temps. Donc le parent est toujours là. Voilà. Et moi, j'avais constaté ceci avec ma fille, c'est que lorsque j'étais là, elle le perdait, j'allais faire un petit tour au café, boire un café au clubhouse, je revenais à le gagner, je restais à le reperdre. Hein. Alors quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit, mais pourquoi? Eh bien parce que l'enfant est en contrainte, il veut bien faire pour le parent. Et le parent est toujours là en train de le contraindre. Avec une pression phénoménale. Lui crée une mémoire négative du tennis. Et en lui créant ça, il ne pourra jamais exprimer tout son tennis. Là, c'est fini. Pourquoi? Il lui a créé une mémoire émotionnelle négative. D'ailleurs, on le voit de suite. Si vous regardez une compétition des enfants, les parents derrière, l'enfant, dès qu'il fait une erreur, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers le parent. Mais absolument. Il se retourne vers le parent. Alors, s'il se retourne vers le parent, ça veut dire qu'il est en contrainte de résultat. Ça veut dire qu'il craint le parent parce que le parent, la voiture, en le ramenant, va commencer à lui dire qu'est-ce que t'as fait là? Même déjà dans le clubhouse, ça commence. T'aurais pu faire aussi, t'aurais pu faire là, t'as pas fait ci, là, t'as pas fait là. Et voilà. Mais c'était, moi, je vous dis franchement, je l'ai fait, moi. Je l'ai été. J'étais pas un parent qui intervenait contre l'arbitrage, etc. Pas du tout. J'étais très gentil. Mais dans la voiture, ma fille, je l'engueulais pas. Hein. Je disais, putain, là, regarde, t'as fait ci, t'as fait là. C'était toujours du négatif. Or, depuis, j'ai appris qu'un enfant, on l'accompagne en étant toujours positif. Il peut faire 50 erreurs. S'il marque un point gagnant, c'est le point gagnant qu'il faut lui rappeler. C'est pas les 50 erreurs. Or, c'est le contraire. Le parent va continuellement lui dire, ah mais là, tu as vu combien de fautes t'as fait, les doubles fautes et tout, au service et tout. Et la mémoire se crée. Et l'enfant, il est coincé pour la vie. Hein. Ce qui est quand même assez étonnant, enfin moi que j'observe, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on est quand même dans du sport. Donc encore une fois, on est dans du plaisir, on est dans du jeu. Bon, c'est pas le destin de la vie qui se fait. Quand on a des gamins de 12-13 ans qui font des tournois, ils devraient être heureux de faire des tournois et les parents heureux de voir leurs enfants s'épanouir. Or, on a effectivement un stress qui vient de l'enfant, mais qui vient souvent en fait des parents qui sont dans le clubhouse, qui accompagnent, qui après interprètent.
interprètent, comme vous dites, qui jusqu'au match suivant, qui sont là à les stresser parce qu'ils ont perdu, et tu vas pas monter dans le classement, et vous n'entendez qu'une chose dans ces clubs où c'est mon fils il est 15-1, mon fils il va passer 15. Mais quel intérêt! Combien tu es? D'ailleurs, on ne se rencontre pas sans se dire au tennis, mais combien tu es? Voilà. Une catastrophe, ça je vous l'accorde. C'est absolument effrayant parce que, mais j'ai envie de leur dire, mais là ça va pas changer ni la face du monde, ni la face de votre vie. Quelle importance! Ça devient capital. On a l'impression que dans le foyer, c'est le sujet principal. Voilà. Ah, mais dans un foyer tennistique, on ne parle que de tennis. Et c'est ça justement qui fatigue. C'est-à-dire qu'il y a du tennis dans le club, des entraînements, et il y a du tennis de compétition, mais on rentre à la maison, on n'arrête pas de parler tennis. Et ça fatigue l'enfant énormément. Donc moi j'apprends, dans mes stages, c'est des stages enfants-parents, je ne prends pas de mineur tout seul, moi. Moi, s'il y a un enfant mineur, il doit y avoir le parent. Et le parent, je vais lui apprendre à accompagner l'enfant. Je vais lui apprendre à ne pas stresser lui-même, parce que le stress, c'est une contagion immense. D'ailleurs, l'enfant qui fait une erreur, qui se retourne contre le parent, qui fait ça, le parent, il n'est pas prêt de bien jouer, l'enfant. Vous voyez? Donc, le stress se voit et se communique. Donc, il faut apprendre d'abord aux parents à ne pas stresser. Lui-même. Alors vous entretenez avec les parents quand ils arrivent? Oui, je leur fais des stages, des ateliers de sophrologie. D'accord. Le parent fait de la sophro avec l'enfant. Très bien. Il est vraiment avec l'enfant. Oui, il est vraiment avec l'enfant. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il fait avec l'enfant. Quand ça le décontracte un peu comme ça. Et puis il apprend à non pas on va dire à stresser l'enfant, mais à être capable de jauger son taux de concentration. Donc il est là avec un crayon, un petit machin, et il cote le taux de concentration de l'enfant. Dès que ce taux diminue, il faut qu'il revienne peut-être nous voir. Dans un stage. Nous sommes avec Sauveur Cuomo, nous parlons de sa méthode cybertennis que vous pouvez vous procurer donc en écrivant à cybertennis@gmail.com. Ces voix en poésie avec Violaine Vanoyek et Clara qui m'accompagne à la technique. Nous sommes en compagnie de Sauveur Cuomo et nous parlons dans la bonne humeur de ces parents qui quelquefois stressent un petit peu leurs enfants, joueurs de tennis ou autres d'ailleurs, parce qu'on retrouve également ces problèmes dans le football. Justement, il y a des parents de jeunes footballeurs qui m'en ont parlé récemment, surtout quand le papa en plus est moniteur ou bien président. Alors là, ça devient de plus en plus encore plus compliqué. Alors, dans ce livre sur la méthode cybertennis, Sauveur Cuomo, vous parlez donc de la respiration dans le jeu de fond de cours, le souffle en musique, le souffle dans le jeu à blanc, etc. Vous donnez vraiment des conseils et il y a également des photos, d'ailleurs, des photos pour montrer les gestes, coup droit et revers en soufflant, par exemple. Donc, c'est à la fois pratique comme ouvrage. On peut s'en servir même sans suivre vos cours, bien que ce serait bien d'avoir les deux, mais on peut également s'en servir sans suivre vos cours. Donc la respiration au service, la respiration à la volée. Donc pendant le jeu, j'oublie aussitôt la faute et je rejoue juste dans ma tête. Bon, effectivement, ça, il faut tout de suite oublier le négatif et repartir, rester dans le positif. Vous m'aviez parlé aussi, il faut être dans l'instant, il faut pas trop penser, la concentration et la détente pendant le jeu également. Alors, le livre que vous aviez fait paraître en 2000, je crois, est réédité, il est toujours disponible et je rappelle aux auditeurs, parce que c'est encore le plus simple, que vous pouvez vous le procurer sur des sites comme Amazon. Il y a également donc dans votre ouvrage l'imagination active et l'imagination active dans la gestuelle. Je ressens mon jeu globalement, je ressens ma préparation en coup droit, je renforce ma mémoire des coups,
Et l'imagination active dans l'expression du jeu et dans l'apprentissage global. Je suis un acteur joueur à la maison, je suis un acteur joueur sur le cours, j'apprends très vite par le jeu de rôle, etc. Bon, est-ce que donc vous m'avez dit cette méthode, vous avez quelques élèves et progressivement, bien évidemment, d'autres personnes vont venir dans votre académie. Est-ce que, donc vous m'avez dit aussi que vous avez pu constater des résultats. Est-ce que vous pensez un joueur de tennis qui, dès le départ, dès qu'il commence, a donc son moniteur, traditionnel, on va dire, et si il vient vous voir dans des stages, alors ça va pas être tous les jours, vous n'allez pas le voir tous les jours, vous allez le voir pendant les stages qui la plupart du temps ont lieu pendant les périodes scolaires. Bon, est-ce que vous pensez que ça va lui permettre d'améliorer vraiment, et vous êtes très franc dans votre réponse, est-ce que ça va lui permettre d'améliorer rapidement son tennis également, en dehors de son mental, son tennis? Alors, tout est lié. Le mental influe sur le tennis parce que le tennis est une mémoire. Donc, si je travaille mon mental, si je suis, on va dire, clair à l'intérieur, en harmonie, un mental en harmonie, c'est un mental qui ne stresse pas, un mental qui sait imaginer, etc. Effectivement, je vais sortir, je vais progresser dans un stage d'une manière étonnante. Quelquefois, c'est 4-5 niveaux tennistiques, quelquefois. Un exemple, si on est physiquement au top, par exemple, il est venu un jour un sprinter, il faisait de l'athlétisme, il est venu, il n'avait jamais touché une raquette, au bout d'un stage, il jouait 15-3. Voilà. Pourquoi? Mais parce que la technique tennistique, c'est une mémoire. Finalement, c'est quoi le tennis? C'est 5, 6 coups de base. On les a quasiment déjà en mémoire. Et si on se laisse jouer, si on est capable de libérer le corps, il va les sortir, les coups. Il va les sortir. Donc, en découvrant les coups, on peut progresser très vite. Mais vous m'avez dit qu'il était avec un moniteur qui enseignait classiquement. Donc il va progresser de 4-5 niveaux. Il va retourner dans son camp d'entraînement ou dans son club. On va, en admettant qu'on le critique pas trop quand il souffle, etc. Parce que quelquefois il y a que petit colibé en disant « Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu souffles comme un phoque, etc. » Bon, bref. En admettant qu'on tombe sur un moniteur respectueux, on va dire. Il n'empêche que le moniteur va être analytique. Et lorsqu'il va expliquer un geste, il va l'expliquer par la parole. Et ce qui manque souvent, c'est la vidéo. Et j'ai rarement vu, moi, des enseignants travailler avec une vidéo permanente, par exemple. Donc le joueur va tomber dans une contrainte, encore une fois, d'apprentissage, et comme il tombe dans une contrainte, la pensée prend le dessus, l'activité mentale, et le niveau de tennis rebaisse. Donc au bout, ça peut durer quelques mois, mais au bout de 3-4 mois, le joueur va revenir en stage. Parce qu'il va dire, comment ça se fait, c'est retombé. Et oui, c'est retombé parce que tu ne le fais plus. Et pourquoi tu ne le fais plus? Mais parce que l'ego, dès qu'il peut, il se rétablit. La pensée, c'est l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est la mémoire de ce que je suis. C'est la mémoire de ce que je suis. Elle se crée avec la vie, l'ego. Se crée avec la vie. C'est ma mémoire de vie. Or, qu'est-ce qui fait l'ego? Si je me concentre, je le mets dans la boîte à outils. Et il n'aime pas ça. Et dès qu'il peut, il se rétablit. Alors, est-ce qu'il y a des rivalités ou des jalousies entre les moniteurs de club, justement, et vous-même? C'est-à-dire, si des jeunes prennent la décision, sans consulter même leur moniteur, les parents ou les jeunes prennent la décision de venir vous voir en stage et disent, voilà, à leur moniteur, eh bien, nous allons faire un stage à Marseille. Bon. Est-ce que le moniteur peut, alors il va pas le montrer évidemment, mais est-ce qu'il peut mal le prendre et vouloir justement revenir à sa méthode traditionnelle dès qu'il aura de nouveau son élève sous le coude, quoi? Absolument. On va dire que les moniteurs ouverts, comme je l'ai cité tout à l'heure, j'en ai cité un qui m'avait envoyé des joueurs, des moniteurs, il y en a. Il y en a qui sont ouverts, mais on va dire qu'un grand pourcentage,
Quand on dit une majorité va être contre. D'ailleurs, il y a des joueurs qui me disent surtout ne publie pas ma photo ou ne dis pas que je suis venu en stage, etc. Parce que ça va être mal pris dans mon académie, etc. Parce que sont venus quelquefois des joueurs, des espoirs français, des jeunes espoirs français, de grands camps d'entraînement. Bon, je les citerai pas. On va pas les citer, mais des très grands. Venir parce que sur le plan mental, on les préparait pas exactement comme il aurait fallu. À la limite, l'idéal serait que le joueur reste chez vous. Fasse tout son entraînement chez vous. C'est pour ça que dès cette année, je crée enfin une académie. Depuis 30 ans que je veux la créer. Oui, mais ça paraît nécessaire parce que en fait, je suis prêt à en créer ailleurs. S'il y a des enseignants intéressés, mais je me déplace. Je fais une conférence. Mes conférences sont gratuites même. Je ne vends que mes ouvrages et je vends mes formations aux enseignants. Oui, bien sûr, mais je leur propose des formations. Pourquoi ? Mais pour qu'il y ait une continuité. Je tiens à cette continuité. Non, mais là, c'est absolument nécessaire parce que quand on connaît effectivement les jalousies, les rivalités, ne serait-ce déjà que quand un moniteur a un élève, si cet élève va jouer avec un professeur de la Ligue ou autre pendant 1 ou 2 jours, parce que les ligues créent des stages aussi des fois, eh bien, mais on t'a dit ça pour le revers, alors déjà, ça ne va pas, ça grince des dents, bon, c'est déjà un problème, donc j'imagine si en plus on vient faire un stage chez vous de plusieurs jours. Bon, je vois très bien la réaction, et ça et en même temps, ça peut aussi effectivement dérouter le joueur, parce que le joueur, il va entendre un son de cloche, il peut entendre un autre son de cloche par ailleurs. Donc, il y a donc finalement, il vaut mieux la continuité. Le plus grand frein est celui-là. Celui-là, c'est les contradictions entre 2 enseignements. Voilà. Sophoténis, c'est un enseignement où on se laisse jouer. Et l'enseignement classique, c'est un enseignement où on se contraint à jouer. C'est quand même différent. Je ne veux pas dénigrer l'enseignement classique, pas du tout. On dénigre rien du tout, mais c'est un constat, c'est tout. C'est 2 techniques différentes et c'est forcément un petit peu antagoniste, si vous préférez. C'est un petit peu comme quelquefois on me dit moi je fais du mental, mais je fais de la sophrologie, de la PNL, etc. Souvent je leur dis mais attends, tu es en train de tout mélanger, l'eau et le feu là. Si tu fais de la sophrologie, ne fais pas de la PNL, parce que ça n'a rien à voir, quoi. C'est contradictoire quand même. Ben, bien sûr. La sophrologie, c'est un petit peu la conscience et la PNL, c'est quand même un conditionnement, tout en étant très valable. Et surtout pour la santé, programmation neurolinguistique, c'est bien connu, a des immenses facultés de guérison dans certains domaines, même sur le plan comportemental. Mais la sophrologie, c'est autre chose. Alors, on ne peut pas les mélanger. Voilà. Comme l'enseignement classique ne peut pas trop être mélangé à la sophrologie. Par contre, je peux former des enseignants classiques à intégrer la sophrologie dans leur enseignement. On est d'accord. Sans rien changer. Parce que il y a, dans le tennis, il y a la forme tennistique et il y a l'expression tennistique. Ce sont 2 choses différentes. Moi, je travaille sur l'expression. La forme, c'est le prof. Moi, je ne suis pas professeur. Vous voyez, je ne vais pas modifier une gestuelle à un joueur. Par contre, par la conscience de ce qu'il fait, il va peut-être la modifier lui-même. Lui-même, oui. Ça, oui. Alors, vous parliez de vidéo, justement. De plus en plus, justement, dans les clubs, on utilise la vidéo. Bon, il y a pas mal ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut filmer un petit peu le joueur, faut décortiquer, après l'analyser, etc. Ça demande tellement de travail que, on fait ça souvent. On doit faire ça après les cours en rentrant chez soi, donc il faut quand même reconnaître que les moniteurs sont pas très très bien payés non plus, donc si en plus ils rajoutent des heures à leur cours, c'est pas forcément fait. Effectivement, ça se fait un petit peu plus parce qu'il y a des caméscopes, maintenant, et qui sont légers et tout, donc c'est beaucoup plus facile à faire maintenant, mais c'est pas souvent fait. Alors pour vous, à l'académie, vous le faites, vous, dans votre académie? Alors à l'académie, ce sont des cours d'1h30. Les cours durent 1h30, les séances. 1h30, il y a 30 minutes échauffement et mise en condition sur le plan de la concentration. Il y a une part de sophrologie là-dedans. Ensuite, il y a 30 minutes de technique. Alors ça peut être un enseignant professionnel, comme Jacques Tamin par exemple, va faire la technique. Et il y a 30 minutes
de mise en application de la technique apprise. Et dans ces 30 minutes, c'est une compétition permanente. C'est-à-dire les joueurs s'affrontent toute l'année là. D'accord. Avec un handicap variable, donc quelquefois ils partent avec un handicap de 10 sur 20, des fois ils partent avec 2, des fois ils partent avec 1, des fois avec 19 points à rattraper, etc. Peu importe. Mais là, il y a forcément contrainte de gagner. Donc dans cette contrainte de gagner, c'est là où on prend les vidéos. Mais on ne les voit pas de suite. On les voit pas de suite. On les monte sur la plateforme interactive Moodle où chacun a son espace. Oui. Et là, dans la semaine, le joueur se visualise. D'accord. Fait de la sophrologie, Oui. mais assis, Oui. et mémorise ses coups et ses modifications. D'accord. Et ensuite, il revient, la séquence suivante, paf, il se reconcentre. Oui. Et là, très souvent, c'est le miracle. Le joueur va modifier lui-même, en quelque sorte, lui-même avec son prof, bien sûr, le prof technique qui lui a enseigné, mais il a conscience de ce qu'il doit faire. Voilà. Il a conscience de ce qu'il fait d'ailleurs. Oui. On ne peut, moi je suis toujours parti de ce principe, on ne peut pas enseigner un geste à un joueur s'il ne sait pas ce qu'il fait. S'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. D'où la sophrologie a une immense importance, parce qu'il aura de plus en plus conscience de l'espace et de son corps, et ensuite, en plus, s'il se voit dans ce qu'il a fait, oui. alors là, on multiplie par 10 l'apprentissage. Hein. Oui, bien évidemment. On multiplie par 10 la vitesse d'apprentissage avec lui-même voit tout de suite l'erreur ou la possibilité de s'améliorer. Comment voulez-vous dire à quelqu'un, mais là, ton tamis est trop bas? Oui, lui. Ou il est trop haut, alors que lui ne le sait pas. Ne le voit pas. Alors, il ne joue que dans l'œil de l'enseignant. Voilà. Il ne joue que par rapport à l'appréciation de l'enseignant. Mais c'est très dégradant, ça. Oui, oui. Enfin, moi, j'aimerais plus. Oui. J'ai suivi des cours comme ça, mais j'en suivrai plus. Si je me vois pas jouer, alors l'enseignant me dit, il a raison, l'enseignant, il me dit, par exemple, quand tu armes, tu as du retard. Quand tu armes. Oui. C'est-à-dire la balle est déjà chez toi quand tu commences à armer. Bon, mais ça, si je ne m'en rends pas compte, il peut me le dire 100 fois, je ne changerai pas. Oui. Je vais le changer pour lui faire plaisir, mais dès que je suis en contrainte de résultat, en compétition, je vais dégénérer, comme on dit. Hein, c'est une régression en mémoire. Je vais revenir à ce que je faisais. Alors, comment changer ça? Eh bien, par justement l'imagination active, la visualisation et la concentration. Ouais. Les vidéos, qui peuvent être vues par l'enfant évidemment, mais aussi par les parents. Est-ce que les parents regardent? Ah, mais là, ils regardent. Non seulement ils regardent, mais ils apprennent à regarder. Ils apprennent à regarder et ils apprennent à accompagner l'enfant sans interférer sur le plan technique. Parce que moi, je leur dis, la technique, il ne peut pas y avoir deux enseignants de technique. Il y en a un, et c'est lui, le maître. Bon, ensuite, il y a celui qui fait de la sophrologie, en l'occurrence moi, ou quelqu'un qui est formé à ma méthode. Mais là, nous intervenons pas sur la forme. Nous intervenons sur le tonie, la relaxologie du coup. Parce que souvent, le joueur, par exemple, il est en retard dans son armement, mais parce qu'il n'est pas concentré. Il n'est pas dans la balle. Il est dans sa tête ce qu'il veut faire, mais pas dans la balle. C'est un peu comme un danseur qui danserait sans musique, ça. Donc, on va apprendre au joueur à être dans la balle. S'il est dans la balle, il est concentré dès que la balle part, et il sera armé quand la balle arrive. Donc, il y a tout ça, quoi, sur le plan gestuel. Est-ce que, je pose une question idiote, mais que je me pose à chaque fois que je fais du sport, ou du tennis, ou que je regarde les autres, tout de même, est-ce qu'il n'y a pas, à la base, un instinct qui fait que armer, être sur la balle, être au bon endroit, être bien placé, est-ce que on ne doit pas normalement le faire d'instinct? Est-ce que ça s'apprend vraiment? Alors, mais là c'est une excellente question, Violaine, excellente. Pourquoi? Mais parce que ça devrait s'apprendre, c'est quasi automatique. Si je suis concentré, tout ça se fait tout seul. Manque de peau, comme on joue souvent un état d'analyse, on va se dire, oh pétard, arme, bouge, va sur la balle, etc. Mais à cause du moniteur, ça. Oui, mais parce que là, on fait appel au mental de veille. Le mental de veille, il ne gère qu'une information à la fois. Si je lui dis d'avancer sur la balle, il voit plus la balle. Si je lui dis d'armer plus tôt, il avance plus sur la balle. Donc, ça, dans Sophotonie, ça n'existe plus, puisque on joue dans un état mental
on va dire, c'est de la méditation active. Voilà, moi je mâche pas mes mots. Si j'ai écrit le tennis un yoga de la vie, c'est parce que le tennis permet de jouer en méditation active. Et en jouant au tennis, je me repose. Oui, vraiment. Je suis pas en contrainte, comme un enseignement classique où là j'arrive de l'école, j'ai fait mes mathématiques, j'ai fait etc. Je suis en contrainte de résultats, d'avoir une bonne note, et voilà que j'arrive au tennis, il faut encore que j'ai des résultats, il faut encore que je fasse bien, etc. Non, au tennis, je me laisse jouer, il sort tout seul, mais alors, il sort tout seul à un niveau absolument étonnant. Si je me laisse jouer. Enfin, vous disiez tout à l'heure, et nous sommes d'accord, que l'enfant, en tous les cas, a une possibilité de rêver, etc., d'assimilation beaucoup plus rapide qu'un adulte. Bon, comme il apprend à parler, alors qu'un adulte mettrait beaucoup plus de temps pour apprendre à parler, etc. Moi, je crois quand même que, sauf exception, à moins d'être bancal de la tête, je sais pas comment dire, on évite de traverser une rue quand il y a une voiture qui arrive. Bon, c'est vrai, ce n'est pas le cas pour tout le monde. On s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui n'ont pas conscience du danger, mais en règle générale, on a quand même cet instinct-là. Et moi, je suis désolée, mais quand on joue ou quand on fait n'importe quel sport, on a des instincts également. Et j'ai l'impression que, à force de donner trop de leçons ou de mettre la pression sur un enfant, l'enfant perd presque son instinct pour faire très bien les choses pour plaire à ses parents et pour plaire au moniteur. Et il en oublie la base, enfin, c'est-à-dire ce qu'il est lui-même. Alors là, bonne question. D'ailleurs, ça fait partie de mon bouquin, le deuxième, le tennis et yoga de la vie. Et il y a l'histoire de Yann. L'histoire de Yann, c'est l'histoire de ma fille Isabelle. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie de mes conférences. Chez l'enfant, au début, le tennis, à 8-9 ans, il joue avec un plaisir immense. Bon, il veut plus quitter le cours. Ou alors, si il le quitte, il va au mur. Exactement. Hein? Il veut plus quitter le cours. Oui. Et si dans ses premières compétitions, oui, il se régale, oui, l'enfant. Absolument. Il n'est pas là au résultat. Hein? Absolument. Il n'est pas là au résultat. Il est là au plaisir de jouer. Oui. Mais petit à petit, surtout s'il est doué, les parents s'y mettent. Oui. Les parents s'y mettent. Et à 10, 11, à partir de 12, 13 ans, il commence à souffrir, l'enfant. Parce que les parents, le voyant doué, commencent à le pousser. Commencent à le pousser au résultat. Parce que à ce moment-là, s'il a des résultats, la Ligue va le prendre des cours gratuits, etc. Il y a toujours quelque chose à gagner. Il y a toujours quelque chose à gagner. L'enfant se met en contrainte. S'il n'y arrive pas, il se dit, mais mes parents m'accompagnent de partout, ils dépensent un argent fou. Et voilà que moi, je suis pas capable de gagner un match. Vous vous rendez compte de la souffrance de l'enfant? Non, mais je veux en parler de cette souffrance, parce que je la ressens, moi. Il y a cette souffrance, il y a cette pression, il y a ce changement que moi j'ai observé entre l'enfant qui commence et qui rigole et qui est bien, après, il rigole et l'enfant qui à 10 ans, 11 ans déjà ne rigole plus, qui vient pleurer contre moi et qui me dit, écoute, faudrait que t'expliques à papa et maman que le tennis, j'en ai ras-le-bol. Exactement. 2 fois par semaine, je veux bien, mais pas tous les jours. Voilà. Et après, il se désinscrit du tennis et il va au foot. Alors ça, on connaît tous ça. Mais pourquoi? À cause de la pression des parents. Moi, j'ai connu des parents, il faut faire tous les matchs, il faut faire tous les tournois. D'abord, c'est pas possible. Il y a 3 tournois. Alors, on te dégoûte l'enfant du tennis. Et puis, deuxièmement, il y a la pression quand même de la Ligue, effectivement, qui donne des bourses et autres. Et puis, il y a la pression des moniteurs qui, eux, ont besoin de cours individuels aussi pour survivre. Parce qu'il faut dire, et de résultats. Il faut pas oublier, alors, de résultats pour l'ego, pour le club, pour le président qui veut avoir des résultats. Et puis, il faut pas oublier aussi que souvent, c'est une profession, presque autonome où on doit faire sa retraite et autres. Enfin bref, pour gagner sa vie et faire vivre une famille, c'est pas évident. Donc on a besoin aussi de cours particuliers. Et donc si on pousse justement les élèves, et la victime au centre de ça, c'est l'enfant, c'est l'élève. Mais c'est une souffrance telle. Je l'ai appelé la dépression tennistique, c'est bien clair. L'enfant est en dépression à 12 ans. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, à 12-13 ans, en dépression. Alors, dépression qui entraîne quelquefois, moi je l'ai constaté, à 13-14 ans, des problèmes de dos, des problèmes physiques, gros problèmes de dos, mais des vrais problèmes physiques, des tassements de vertèbres ou à force de faire des services à l'âge de 13-14 ans, mais je suis... le kiné demande à ce que ça s'arrête. Donc, est-ce qu'on va pas justement changer ces méthodes qui ne sont absolument pas appropriées et puis venir justement à des méthodes plus douces? On en parle la semaine prochaine, cher Sauveur, et on vous retrouve, Sauveur Cuomo, donc l'auteur de la méthode cybertennis et donc de ce livre aussi sur le yoga de la vie. Et une chose très importante, c'est que on parle du tennis, mais ça peut s'adapter à tous les sports et surtout à la vie. Le principal, c'est que l'enfant ou l'être humain soit bien et se réalise. Et je ne suis pas sûre que tout soit mis en œuvre aujourd'hui pour que ce soit le cas. Merci à Clara qui était à la technique. C'était Voix en poésie avec Violaine Vanoyek. À bientôt.